Mesdames et messieurs, bonjour. Premier jour de vacances. Regardez tout de suite les prévisions météo d'Alain Gillot-Pétré. Encore de la pluie cet après-midi sur toute la moitié nord avec quelques rafales de vent. De plus en plus de soleil en allant vers la Méditerranée. Les températures qui ont baissé sont maintenant de saison. Dans le nord, des milliers de gens continuent ce matin à avoir les pieds dans l'eau. La situation ne s'arrange pas du tout et le niveau de l'eau continue à monter dans bien des endroits. Des dizaines de maisons ont encore dû être évacuées cette nuit. Du côté de Béthune et dans la vallée de la Sambre, reportage Pierre-Yves Grenu et Guy Hayart. La pluie, toujours la pluie. On attend encore 10 litres d'eau par mètre carré aujourd'hui. Le nord est plus que jamais dans la tourmente. Malgré ces conditions difficiles, la région commence peu à peu à s'organiser face aux inondations. Ici à Béthune, par exemple, depuis le lever du jour, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour construire une digue de terre et éviter ainsi que la Brette, cette petite rivière, ne quitte à nouveau son lit. Évacué lundi après-midi, Monsieur Leroy, 80 ans, vient lui de retrouver sa maison. L'eau a cédé la place à la boue, tout est dévasté, tout est à refaire. Là, mais les meubles sont démolis. Et deuxièmement, il y a déjà de l'humidité, alors elle va perdre une sacrée valeur. Un peu plus loin, une petite entreprise de bureautique a connu les mêmes problèmes. La lutte contre la boue, ici aussi, est engagée. Vous voyez, c'est très sale, mais il y a beaucoup de travail, mais c'est pas trop de dégâts. On a l'habitude de faire de l'aménagement de bureaux, donc on a monté tous les bureaux au premier étage. Autre lieu et même problème, mais dans des proportions autrement importantes. Nous sommes à Ferrières-la-Grande, près de Maubeuge. Noyée sous les eaux, l'entreprise SPI a fermé ses portes 2 jours durant, mettant ses 500 salariés en chômage technique. Ce midi, c'est le bassin de la Sambre qui semble le plus touché. Le niveau des rivières a encore augmenté de 60 cm depuis hier soir. À Gemont, la plupart des routes sont coupées. La décrue n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous irons dans une seconde en Lorraine où la situation reste préoccupante, mais un coup d'œil d'abord sur la situation en Belgique. On parle là-bas d'inondation du siècle. Là aussi, comme aux Pays-Bas d'ailleurs, des centaines d'habitants ont dû être évacués. De très villages sont isolés. Même chose aussi en Allemagne. Laure de Breuil. Les habitants du sud de la Belgique fixent anxieusement le ciel car ce matin, une légère décrue s'amorçait sur les zones inondées. Près de Charleroi, la Sambre, montée brutalement hier de 4 mètres, gonflée par les eaux de ses affluents, a retrouvé un débit moins inquiétant. Par mesure de sécurité, les écoliers ont été mis d'office en vacances alors que les classes se poursuivent normalement jusqu'à vendredi et l'hôpital Van Gogh a évacué ses pensionnaires. Le sud de l'Allemagne a également beaucoup souffert. De nombreuses communes de Bavière, de Rhénanie, de la Sarre ont affronté les crues du Rhin et de la Moselle et de leurs affluents. On ne compte plus les routes coupées et les maisons inondées. Les pluies de ces derniers jours ont également largement arrosé les terres plus à l'est. Dans la Bohème tchèque, une petite fille de 6 ans est morte noyée sur le chemin de l'école. On revient en France avec la Moselle maintenant où la situation reste préoccupante. Quartiers inondés, routes coupées un peu partout. À Sarreguemines et en Lorraine aussi, reportage de François de Roubaix. Ce matin, dans la vieille ville de Sarreguemines, après la crue soudaine de la Sarre, la plus importante depuis 1947, on s'organise. Bénévoles et sapeurs-pompiers font la navette pour permettre aux habitants sinistrés de retrouver un semblant de vie normale. On était prévenus, hein, on a l'habitude, c'est pas la première fois, mais bon, ça fait longtemps que c'est pas monté autant. Il faut faire avec, ça fait un Noël sous l'eau. Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut, la flotte. Hein. Matin, quand on est venu, elle descendait, et là, maintenant, avec la flotte qui retombe, ça remonte. Hein. Pour l'heure, 1 mètre à 1,50 m d'eau à laquelle se mélange le mazout des cuves des habitations continue à paralyser le quartier. Une situation rendue d'autant plus difficile à vivre que courant et téléphone sont coupés. 1947, on avait 1,20 m, ça rentrait juste ici. Mais alors c'était moins dur parce qu'on était jeunes. Mais maintenant, 66 ans, c'est difficile. C'est dur, c'est difficile. En fin de matinée, les crues sont stationnaires en Lorraine et dans les Ardennes, mais les pluies qui tombent actuellement sur ces régions risquent d'en faire remonter le niveau.
On a parlé de Sarreguemines à l'instant. Sachez que pour vos achats de Noël, tous les commerçants du centre-ville sont quand même ouverts et qu'on peut s'y rendre sans problème. Faites très attention si vous devez prendre la route aujourd'hui et demain. En tout cas, entre la pluie, la neige et le verglas, les conditions de circulation ne sont pas bonnes du tout. À propos d'inondations, vous vous souvenez sans doute de celles qui ont ravagé le Vaucluse il y a 3 mois. À quelques jours de Noël, plusieurs dizaines de familles de Pertuis dans le Vaucluse attendent toujours un logement. Mais malgré tout, dans cette ville, on essaie d'oublier et on prépare quand même la fête de Noël. À Pertuis, reportage Jean-Louis Pacul et Jean-Claude Duchesne. 3 mois, jour pour jour, après les inondations qui ont saccagé Pertuis, le village pense encore ses dernières plaies. Bien sûr, l'Aise a retrouvé son cours normal, mais dans les zones les plus basses, beaucoup d'habitants dont les maisons ont été dévastées attendent toujours l'arrivée d'aides substantielles pour commencer les travaux et retrouver un toit. Nous avons reçu quelques aides, mais nous n'avons pas reçu toutes les aides. Bon, c'était soi-disant aux plus nécessiteux. Moi je veux bien, mais enfin il y a des personnes qui ont touché qui n'étaient pas plus nécessiteux que nous. Hein. Il faut que chacun se reloge et tout. On était propriétaires, il faut quand même se loger ailleurs, alors c'est des frais et tout. Hein. On ne peut pas entreprendre de travaux avec l'argent qui a été donné en urgence, disons. Hein. Sur les 130 familles sinistrées, la plupart ont été relogées, mais une cinquantaine attend toujours que la mairie ou les organismes de HLM proposent des logements. Quelques-unes viennent pourtant d'aménager au Moulin, dans un lotissement tout neuf. On a eu les clés que vendredi soir. On aménage tant bien que mal. Mon mari travaille et dès qu'on peut, on aménage. Pour essayer, pour avoir pour Noël être ici au moins. Près de 2,5 millions de francs ont été débloqués par l'État, le Conseil régional, le Conseil général et le comité de soutien local. Pas de quoi pourtant dédommager tous les sinistrés. Cette année, Noël ne sera pas tout à fait comme les autres. Certes, Noël ne sera pas comme les autres années, mais il faut quand même qu'ils aient la foi. Il faut qu'ils pensent que nous sommes là pour les aider, que nous les soutenons. Et encore une fois, bon et joyeux Noël à tous. Alors à Pertuis, on prépare tout de même la fête. Et de la manière la plus traditionnelle, Noël en Provence se veut, même dans les circonstances les plus tristes, une parenthèse de joie et de bonheur. Nous reparlerons de Noël tout à l'heure avec une page spéciale et on ira aussi en montagne pour parler de la neige qui est revenue dans les Pyrénées. D'abord, l'événement politico-judiciaire de la journée à Béthune, l'audition de Bernard Tapie par le juge chargé de l'affaire Testu, celui qui avait demandé et obtenu la levée de son immunité parlementaire. À Béthune, le palais de justice est depuis ce matin entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Chaude ambiance, reportage Nelly Ponce. Dès l'aube, le tribunal est cerné par les policiers et par les journalistes. Mais ce matin à Béthune, Bernard Tapie joue l'Arlésienne, nul ne le verra et la rumeur court. A-t-il emprunté l'un des nombreux souterrains du palais de justice, comme celui qui relie le tribunal à la gendarmerie? Est-il entré simplement en voiture dans le parking du sous-sol? Quoi qu'il en soit, son arrivée fut des plus discrètes. À 9h, il entrait dans le bureau du juge Persine, accompagné de ses avocats. Il était concentré mais détendu, déclarait le vice-président du MRG qui l'accompagnait depuis Paris. Particulièrement déterminé, sûr de lui, sûr de sa bonne conscience et son argumentation prête, son dossier prêt et prêt à sortir après avoir vu le juge. Dès cette première audition où Bernard Tapie devrait être mis en examen pour abus de biens sociaux, les magistrats vont aborder le fond. Alors le fond, les magistrats l'abordent sans doute en ce moment. Benoît Duquesne, vous êtes en direct à Béthune avec nous et sous la pluie, j'ai bien l'impression. Donc j'espère que vous n'avez pas les pieds dans l'eau. Bernard Tapie n'est pas sorti encore? Non, je vous confirme effectivement qu'il pleut beaucoup ici à Béthune, on le sait puisque depuis ce matin on est à l'extérieur du palais de justice. L'audition donc de Bernard Tapie se prolonge. Je peux vous dire qu'à 13h il était toujours dans le bureau du juge Persine et que, semble-t-il, lui a été notifié sa mise en examen. C'était ce qui était attendu puisque c'était pour ça qu'il était convoqué, mais enfin ça a été fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il faut savoir que depuis que Bernard Tapie, que les juges Persine a obtenu la levée de son immunité parlementaire devant l'Assemblée, eh bien, les mesures qui pourraient être un peu attentatoires à sa liberté, en tout cas restrictives pour sa liberté, sont possibles. Ça va bien sûr du contrôle judiciaire jusqu'à la mise en détention. Vous savez qu'il y a eu 3 personnes jusqu'à présent dans ce dossier qui ont été placées en détention pour être ensuite libérées. Donc on peut aller jusque-là. Bien sûr, les choses ne sont pas faites et rien n'est décidé pour l'instant. Et puis troisième possibilité aussi, ce serait une perquisition au domicile de Bernard Tapie, puisque les juges estimaient que ce genre de perquisition ne pouvait être faite qu'après que la levée de l'immunité
majorité parlementaire soit obtenue. Donc on attend ici à l'extérieur, tout est secret, il y a très peu d'informations qui filtrent du palais de justice et puis donc on en saura sans doute dans les heures qui viennent un peu plus. Merci Benoît. Donc Bernard Tapie officiellement mis en examen pour abus de biens sociaux, je vous le confirme, et il est toujours à l'heure qu'il est dans le bureau du juge d'instruction. Les suites du déraillement du TGV hier matin dans la Somme, les cheminots ont travaillé toute la nuit pour boucher le trou qui a provoqué l'accident et qu'on a vu dès hier midi. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura quand même des retards sur le TGV Nord. Mais ce qu'on retient surtout, c'est le bilan complètement miraculeux de ce déraillement. Aucun blessé grave alors que le train roulait à 300 km/h, un train qu'on appelle presque déjà le train à grande sécurité. Denis Brunetti. Pas de psychose ce matin parmi les voyageurs qui devaient prendre le TGV. On était plutôt fataliste, parfois même ignorant, et rassuré par la réaction du TGV lors de l'incident. C'était très ponctuel, hein. C'est vraiment le hasard, l'affaissement, donc je crois qu'il faut... Oui, il y a des millions de gens qui prennent le TGV tous les jours, c'est vraiment le hasard. Le fait qu'ils ne se soient pas couchés, en effet, ça nous rassure un peu, hein. Mais nous sommes quand même inquiets. Je fais confiance à la technique. Ça s'est bien passé, donc pas de raison. On est en toute confiance. Ah bah oui, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Je prends le TGV, je n'ai pas peur, je sais qu'il y a eu un accident hier, j'ai déjà le bras droit cassé. Bon, bah si j'ai le second, on verra bien. La SNCF, elle, s'est employée ce matin à rétablir la circulation sur le TGV Nord. En effet, la voie Province-Paris a été endommagée, mais aussi, plus légèrement, la voie inverse. Cela avait obligé les TGV jusque-là à emprunter un autre cheminement. Après entretien et vérification depuis 24 heures, les TGV Nord ont recommencé à circuler depuis ce midi en alternance sur la deuxième voie avec une zone de ralentissement. Les travaux devraient durer une dizaine de jours à présent et occasionner un retard d'1 quart d'heure dans les deux sens. À propos d'accidents ferroviaires, 8 personnes ont été blessées ce matin en Allemagne. Collision de 2 trains entre Kiel et Lübeck, dans le nord de l'Allemagne. Ou installer un laboratoire de recherche sur les déchets nucléaires. Un rapport doit être remis aujourd'hui au Premier ministre. Il va falloir choisir entre 4 sites dans 4 départements, le Gard, la Meuse, la Haute-Marne et la Vienne. Dans la Vienne, on est très partagé et les villages qui pourraient se retrouver à proximité d'un tel laboratoire se mobilisent en ce moment. Reportage Dominique Hennequin, Mirsad Ajder. Dans le département de la Vienne, le sud tranche avec le nord urbanisé. Ici, la région est profondément rurale et silencieuse. Pourtant, depuis peu, un débat divise le pays. Près de Châtain, un projet de laboratoire de recherche nucléaire est annoncé. Dans quelques années, le site pourrait accueillir des déchets radioactifs dits à vie longue. Une perspective qui ne plaît pas à tout le village, mais si tout le monde a une opinion, seuls les murs et quelques habitants l'expriment aujourd'hui publiquement. C'est vraiment stupide parce que c'est trop dangereux pour l'avenir du pays, des enfants et tout. Si on a ça à côté de chez nous, le pays est mort. Hein. Parce que, bon, au début, ils disent c'est pour la recherche, mais automatiquement, ça va venir les déchets. Hein. Pour rencontrer les plus farouches opposants, il faut franchir les frontières du département. À 5 km en Charente, Pleuville s'est mobilisée derrière son maire. Madame Vincent a pris connaissance du projet par le journal local. Elle s'inquiète du manque d'informations et s'interroge sur le choix du site. Il y a peut-être un choix géologique, effectivement, on a un massif granitique, mais c'est peut-être aussi un choix géopolitique. C'est vrai que la densité de la population est faible, la population est vieillissante. Donc, a priori, je pense qu'on peut dire que ça pourrait peut-être être mieux accepté que dans une zone davantage peuplée avec davantage de gens plus jeunes et plus actifs. Paradoxe, ce n'est pas l'État qui s'impose dans la Vienne, c'est le département qui est candidat. Le projet, c'est 1,5 milliard d'investissements et la promesse de 150 emplois. De quoi motiver le Conseil général. Nous sommes dans un processus de recherche et dans ce département, tout ce qui touche à la recherche scientifique et technique n'a jamais été perçu comme une calamité. En France, l'industrie nucléaire produit 70% de notre énergie. À Châtain ou ailleurs, il faudra bien un jour trouver un site pour stocker nos déchets. Je reviens à l'actualité politique elle-même. Au Conseil des ministres ce matin, Édouard Balladur s'est dit favorable à la création d'une commission sur la sécurité dans les établissements d'enseignement publics et privés. Une telle commission, c'est ce qu'avait demandé au Premier ministre les présidents des groupes socialistes au Sénat et à l'Assemblée après la réforme de la loi Fallou. Monsieur Balladur est donc favorable à cette commission sur la sécurité des établissements scolaires publics et privés. Et le porte-parole du gouvernement a également dit après le Conseil des ministres
ministre que M. Balladur souhaitait que l'élection présidentielle ne soit pas évoquée avant 1994. Là, c'est une réponse à ce qu'avaient dit Mme Veil et M. Léotard dimanche dernier. Un mot de l'actualité à l'étranger. Hier, les bombardements à Sarajevo ont été les plus violents depuis 2 mois. 1500 obus sont tombés sur la ville. 6 personnes ont encore été tuées. Quant aux négociations de Genève, elles n'ont toujours donné aucun résultat. L'aide aux familles bosniaques, ce sera l'un des objectifs d'une opération dont nous avons déjà parlé, d'une opération du Secours catholique. C'est l'opération 10 millions d'étoiles avec la vente de bougies. Les bénéfices iront pour les familles bosniaques et aussi beaucoup pour les familles françaises. Et ça nous ramène à ces opérations de Noël, opération humanitaire de Noël. TF1 participe à l'une d'entre elles. Tous les enfants sont invités en ce moment à apporter des jouets en bon état dans les hôpitaux français. Ces jouets seront distribués samedi matin aux petits-enfants hospitalisés. Premier don ce matin à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Reportage Michel Scott et Francis Lambert. Dans leur jardin secret, Margot et Julie ont des poupées à ne plus savoir qu'en faire. Pourtant, elles savent déjà très bien desquelles elles feront cadeau. Ça va. C'est 6 ou 7. Hein? Âgées seulement de 2 ans, elles vont surtout faire comme leur cousin Grégoire, qui lui a compris que certains enfants n'auront pas la chance de passer Noël en famille. Je pense que les enfants malades n'auront pas de cadeaux pour Noël, alors je vais leur apporter. Je pense que ça leur fera plaisir et en plus ils marchent encore. Alors. Direction le CHU de Bordeaux, comme dans les 27 autres hôpitaux de France qui participent à l'opération. C'est là que les jouets sont collectés. Il suffit d'avoir choisi un jeu en état de marche qui sera ensuite distribué dans les différents services pédiatriques de la région. Tous les hôpitaux qui ont un service pédiatrie dans la région Aquitaine ont été contactés et ils viendront les chercher à partir du 24 en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont en ce moment dans leur service de pédiatrie. Des voitures et un jouet. C'est pour donner aux enfants. Leur donner un peu de bonheur. Des enfants bien portants qui jouent les petits Pères Noël pour des centaines de jeunes malades, ceux qui resteront alités le 25 décembre parce que trop atteints pour pouvoir rentrer chez eux. Une initiative qui permettra en outre à 200 jeunes donateurs de gagner un voyage à Euro Disney. Et Jean-Pierre Foucault, ce soir, reparlera de cette opération et de ceux qui vont gagner ce voyage. Il y aura le tirage au sort dans Sacrée Soirée à 20h45 sur TF1. Les vacances, maintenant, elles ont commencé. On attend 5 millions de voitures sur les routes aujourd'hui et demain. Il y a des centaines de trains supplémentaires en direction de la montagne. Et dans les Pyrénées, on a eu très chaud. La neige avait fondu, heureusement elle a recommencé à tomber et pour ouvrir quelques pistes, il y a aussi les canons à neige. À Super-Bagnères, reportage Sylvain Delande et Michel Cros. Bien sûr, il faut encore monter assez haut dans le brouillard pour la trouver. Mais elle est enfin tombée, juste le jour des vacances. Oh, pas de quoi la gaspiller en boule, mais assez pour mettre une petite couche de blanc aux Pyrénées et laisser croire à des jours meilleurs. On a longtemps attendu la neige quand même. Ça faisait 3 jours qu'on surfait sur les cailloux. Et bon, ben là, c'est heureux, ça tombe. Enfin, c'est juste pour recouvrir les cailloux, il faudrait que ça tombe un peu plus. On a un équipement ici que je connais bien, donc je crois qu'on va quand même pouvoir skier, se donner du plaisir. Faut-il que la météo nous soit favorable quand même. 13 stations sur les 44 des Pyrénées françaises sont ouvertes. Une ouverture partielle, voire même souvent symbolique. 1 ou 2 pistes pour ne pas décourager les réservations. En fait, il n'y a pas de salut en dehors des canons à neige. Ici, à Super-Bagnères, on skie sur un trésor de guerre fabriqué pendant les jours froids de novembre. Maintenant, il faut faire des investissements remontées mécaniques pour faire cette activité de ski et en même temps il faut des investissements pour, je dirais, fournir la matière première et c'est vrai que les stations qui ne sont pas équipées maintenant de canons à neige ont de plus en plus de difficultés à vivre bien d'activité ski. Qu'on se rassure, si la neige promise par la météo pour la fin de la semaine arrive, il suffit de 40 cm pour ouvrir 80% des domaines skiables. Et puis entre thermalisme et randonnée, toutes les stations pyrénéennes offrent de nombreuses activités annexes. Pub. Après la montagne, la mer maintenant, on a parlé des inondations, on a vu de la neige, on a vu des gens qui se baignaient, mais des gens qui se baignent, il y en a qui se baignent sans doute dans la mer à Nice parce que c'est presque le printemps là-bas. Gabriel Nata.
Depuis 24 heures, le thermomètre est monté sur la Côte d'Azur. C'est ce qu'on appelle l'effet de fun, un vent d'ouest doux et tiède qui se réchauffe en passant sur les Maures et l'Estérel. Résultat, on a frôlé les 21 degrés sur la promenade des Anglais hier après-midi, premier jour de l'hiver, égalant presque le record de 1954 où 2 jours avant Noël, il faisait 22. Du coup, les terrasses des cafés se remplissent, on roule fenêtres ouvertes ou décapotées, lunettes de soleil pour tout le monde, certains osent même se baigner. Comment elle est? Fraîche mais très très bonne, ça fait du bien surtout, ça stimule. Vous voyez, le manteau il est là, je l'ai amené par acquis de conscience, mais en fait il fait très bon. Hein. C'est pour la forme quoi, le manteau. Pour la forme, pour partir, non, en prévision, parce que comme je rentre de Paris, je constate la différence quand même. La météo est optimiste pour le reste de la semaine, même si on prévoit un léger rafraîchissement. Sur la Côte d'Azur, on a bien l'intention de passer Noël au balcon. Eh oui, mon cher Gabriel, mais attention à Pâques, il va faire froid. On va parler de consommation maintenant. Selon l'INSEE, elle a baissé de 1,6% la consommation des ménages au mois de novembre. Avec les fêtes de fin d'année, les chiffres devraient être un peu meilleurs en décembre. Pourtant, dans le plus gros marché d'Europe, Rungis, vous allez voir qu'on ressent aussi la crise. Certes, il y a du foie gras, du saumon, du chapon, etc. Mais tous les clients achètent le moins cher possible. À Rungis cette nuit, reportage de Florence Demigny et Laurent Sobade. Les plus beaux Père Noël, les guirlandes les plus fastueuses sont restées en rayon chez les grossistes de Rungis. Les marchands ont attendu, désespérément ici comme dans les autres pavillons, des ventes qui ne se faisaient pas. Et ce matin, le frisson des fêtes est revenu. Les commerçants achètent enfin les victuailles de réveillon. Le Noël de Rungis se fera aujourd'hui et demain. Il était grand temps. On n'a jamais vu ça aux fêtes de Noël. Normalement, à 7h, 7h30, 8h, on était encore là sur des charbons ardents. Tendance, qualité et prix. Parmi les produits de luxe comme la langouste, on choisit en priorité les moins chers. La brune du Brésil, la rouge du Cap emporte un franc succès. Le très haut de gamme, lui, part au compte-gouttes à la commande. Ma mémé, elle arrive sur 80 ans, elle veut toujours se payer sa langouste. Elle l'aura. Ah, c'est formidable. Elle m'a dit, il ne faut pas dépasser 1,5 kg. Alors voilà. Les huîtres sont les seules cette année à conserver de bonnes ventes. Elles sont non seulement indémodables, mais en plus et tout simplement avantageuses. La tendance elle est très favorable parce que nous avons un marché sur une huître qui est magnifique avec des prix stables, donc la demande est forte. Simplement elle est un peu décalée à conditions climatiques. Les plats de résistance à plumes continuent de progresser vers une plus grande qualité. Chapons et poulards de label rouge, voilà l'essentiel de la demande. Il y a les clients qui achètent le haut de gamme, alors c'est tout ce qui est Bresse. Et puis après, naturellement, il y a le Gers et les Landes. Par contre, ce qui se vend plus, c'est la dinde ordinaire. La dinde d'élevage ne se vend pas du tout. Les gibiers haut de gamme ne sont pas très onéreux ce matin, faute de demande. Les prix n'ont pas flambé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Exemple, les perdreaux. Il y en a 20. L'année dernière, on ne pouvait pas les acheter, c'était trop cher. Alors cette année, ça a des prix plus abordables. Ils réveillonnent avec ce qu'ils peuvent. Il faut acheter la marchandise la moins chère possible pour pouvoir la vendre la moins chère possible. Globalement, tout le monde a serré les prix. Le réveillon ne sera pas plus cher, voire moins cher que l'an passé. Même les restaurateurs ont prévu de faire un effort. Une baisse de 20% sur le menu des réveillons. Pour nous, oui. C'est beaucoup. Oui, il fallait, sinon ça ne marche pas. Un conseil pour finir, si vous voulez réaliser le repas de Noël le plus économique, optez pour le saumon norvégien. Il déferle sur le marché à moins de 30 francs le kilo. Cela nous amène directement à une petite page gourmandise. On en profite avant le réveillon. Allons, et je vous propose à la fois des fruits confits et des marrons glacés. Les fruits confits existent depuis des siècles et en Auvergne, la fabrication reste traditionnelle. À Clermont-Ferrand, reportage d'Elisabeth Tran et Nicolas Ruel. De l'Auvergne, on dit depuis le XVe siècle qu'elle est un jardin de fruits. Pour les conserver plus longtemps, les Auvergnats les ont mariés au sucre et au miel. C'est ainsi que sont nés les fruits confits. Aujourd'hui encore, la saveur d'un fruit ne s'exhale des mois durant qu'après une longue période de confisage. Les espèces sélectionnées pour leur goût répondent aussi à des critères de forme. Bien lisses, bien dodues, les clémentines qui viennent ici de Corse sont cuites à l'eau, 2 heures en moyenne, mais la durée varie quelquefois. Le fruit, c'est pas inerte et ça varie selon les années, selon les récoltes. Vous voyez, une année sèche, une année humide, donc le fruit n'a pas le même comportement. Vient ensuite l'opération de mise au sucre. Les fruits baignent environ 1 mois dans un sirop dont la quantité de sucre augmente progressivement.
Lorsque toute l'eau du fruit a été remplacée par le sucre, le confisage est réalisé. La technique est la même pour les marrons. Ce sucre, quand il est en quantité suffisante, il devient agent conservateur. C'est-à-dire, c'est ce qui permet aux fruits confits de se conserver indéfiniment, non, mais qui lui donne un temps plus long. Sans conservateur chimique, les fruits confits doivent être consommés dans les 3 mois. Ici, pas de pré-emballage, ce n'est qu'à la commande de célèbres traiteurs ou pâtissiers que les fruits quittent le sucre. Toute la difficulté pourtant consiste à ne pas forcer la dose au glaçage. La recette maison de sucre glace tend à concilier les qualités gustatives naturelles et un aspect très brillant. Combler les yeux et les papilles, l'essence de la gourmandise, un rêve de confiseur. La gourmandise, ça intéresse sans doute les enfants, mais il y a quelque chose d'autre qui les intéresse en ce moment pour les vacances, ce sont les spectacles qui leur sont destinés. Cette année, beaucoup de ces spectacles sont consacrés aux animaux, au cinéma, au cirque ou sur patin à glace. Reportage François Bachy avec Jean-Marie Delot. Comment écarquiller leurs yeux, aiguiser leur appétit, occuper leur jour en faisant rêver leur nuit, à l'approche de Noël, opération divertissement. À chacun son style, mais la vedette incontestée cette année, c'est Aladdin et sa galerie d'animaux. Ne me laisse jamais faire quoi que ce soit. Je n'ai pas un seul véritable ami. Sauf toi, Raja. Et comme rien ne vaut de les voir en vrai, direction le cirque. Alors cirque ou cinéma? Je crois que je préfère ça. Sinon, c'est les deux. Tu préfères le cirque ou le cinéma? Le cirque. Pourquoi? Parce que il y a des trucs bien. Le cinéma, c'est pas bien? Si, c'est bien, mais je préfère le cirque. Partout en tout cas, les animaux ont pris le pouvoir. Comme aucun cirque ne les fera parler, le cinéma s'en charge, en devinant facilement leurs propos dans Beethoven 2. Et dans Allô maman c'est Noël, la famille sert seulement de décor. Oh, salut poupée. Oh, de Dieu, quelle jolie paire de pattes. Eh ma jolie, ça te dirait de jouer au vétérinaire avec moi? Oh, d'où sortez-vous donc? Le gosse vient de me libérer de tôle là. Je regrette, je ne fréquente pas les repris de justice. Et dans Aladdin, chaque personnage est accompagné de son animal favori. Le cinéma sort parfois des écrans, La Belle et la Bête sur glace, après une tournée en province, arrive à Paris. Un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. À mon avis, ils vont se marier. C'est une belle histoire. Les acteurs, ils patinent bien, quoi. Et à la fin, dans la fête, quand il y avait tous les confettis qui tombaient. D'un chapiteau l'autre, la fête a donc la cote. Rien de plus naturel pour la période des fêtes et des prouesses. Le cirque, l'ami Foucault en parlera aussi ce soir dans Sacrée Soirée. Pour terminer ce journal, je vous propose de nous installer maintenant autour d'un bon feu pour écouter quelques belles histoires. Il y a des régions où on n'attend pas à Noël pour des veillées traditionnelles et bien sympathiques. Par exemple en Ariège, avec un bon plat, le mias préparé dans un grand chaudron en cuivre. Reportage dans la vallée de Massat, Michel Isard et Sébastien Renouille. La grand-mère n'ira pas à la veillée. Ce soir, elle est un peu fatiguée, avec ses 92 ans. Et pourtant, de ces histoires que l'on raconte au coin du feu, elle en connaît un bon peu. Et des devinettes et des chansons, sa mémoire en murmure encore de nombreuses. Ce soir, ça n'arrive qu'une ou deux fois par an, la famille Piquemal de Boussenac prépare le mias, un plat simple à base de farine de maïs et d'eau. Pour l'occasion, Fernande a invité les amis et les voisins. C'est Fernande de Duperré. Il y a Eva et Berthe, il y a Adèle, Madeleine et Mimi, et puis les hommes. Roger, le mari de Fernande, et Alfred, qui étaient tous deux agriculteurs, un peu maçons et menuisiers, parce qu'il fallait plusieurs métiers pour survivre par ici. Il y a aussi Jean et sa femme, qui sont bergers à Liers, un village d'une autre vallée. Un village haut perché, un peu perdu dans la montagne. Les habitants là-bas racontent que c'est le dernier village que Dieu a fait.
Ça, une veillée à qu'on est nombreux, c'est bien, oui. Ça fait plaisir d'y assister, oui. On discute d'autrefois. Hein? On discute d'autrefois, ouais. Ils se racontent les choses d'autrefois. Il y aura les chansonnettes en occitan pour apprendre la langue aux enfants. Et bien sûr, il y aura les fameuses histoires de Lierse racontées par Jean, le berger. Et celle de Boussenac qui ronfle bien dans la voix d'Alfred. Comme cette histoire des enfants qui dorment en travers au fond du lit matrimonial et qui tombent par terre chaque fois que les parents font l'amour. Et alors, naturellement, il fallait savoir quelques histoires quand j'allais la voir. Si ce n'était pas de chez moi, c'était de chez elle. Et alors, on racontait ce qu'on pouvait. Et quand il ne savait plus d'histoire, Régis inventait des poèmes sur la beauté des montagnes qui dominent la vallée, sur le travail et la vie des gens simples. Toujours en occitan parce que c'est la langue de tous les jours ici, la langue des conteurs. Après 2 heures de cuisson, l'histoire du Mias s'achève presque. Il reste à flamber le chaudron. Très bon. Il est très bon. Bon, ben, je va pour tutti. Oui, Puis c'est le meilleur médicament contre la grippe, ça. Pour le manger, il faudra attendre que la galette de Mias soit refroidie. Le lendemain, au petit déjeuner, on la fera frire dans une poêle avec un peu de sucre. On la portera aux voisins. Tiens, on la portera à la grand-mère qui n'a pas pu venir à la veillée. Bonjour. Che porta Miglias che fino domani. Voilà. Je te remercie. Tout frais, tout caut. Ça y est, ça. Vous le faisiez, vous aussi, le Miglias? Oui, on le faisait aussi quand on tuait le cochon. Vous savez, quand on avait fait le confit, quand on avait quelque chose de tout propre, on le faisait aussi. Et c'était bon comme ça? Ah oui, c'était bien. Et puis, à la grand-mère, on lui racontera la veillée, les gâteaux qu'on avait préparés, les chansons de la petite Madeleine, les histoires d'Alfred et les poèmes de Régis. C'était une belle soirée. Voilà, de belles veillées ariégeoises autour du Mias et des traditions comme celle-là. Vous savez que nous en diffusons très souvent dans ce journal de 13h et que nous avons regroupé quelques-uns des plus beaux reportages dans une série de 3 cassettes qui s'appelle Vivre en France, 70 reportages sur les plus belles images, de nos racines et de nos traditions. Ça peut être une belle idée de cadeau de Noël pour ceux qui sont attachés à leurs racines. Fin de ce journal, dans un instant la météo d'Alain Gillot-Pétré, à 20h Patrick Poivre d'Arvor. Encore une image quand même, le départ du Père Noël de Laponie avec son traîneau chargé de cadeaux. Au revoir, à demain. Dans un instant, Highlander. Born to be kings.